Bienvenue dans Nos francophones ont du talent, votre nouvelle émission audio et vidéo de Choc FM 105.1. Une émission qui met en lumière le talent de ces nombreux francophones qui font vibrer notre belle communauté multiculturelle. Un projet rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle de nos émissions de notre projet Nos francophones ont du talent. Je suis Guillaume Laurin et aujourd'hui, c'est un grand plaisir pour moi de rejoindre sur la plateforme virtuelle un francophone qu'on ne présente plus sur les ondes de Choc FM parce que s'il en est bien qu'on connaît et qu'on adore, c'est Serge Paul. D'abord parce qu'il est membre fidèle de notre coopérative depuis de nombreuses années maintenant. Ensuite, parce qu'il a animé ou co-animé différentes émissions consacrées à l'éducation, à l'enfance, aux parents, à la bande dessinée ou encore au stand-up plus récemment. Et puis, surtout, Serge, c'est un membre actif, c'est un euphémisme de notre communauté francophone locale depuis des années, tant par ses engagements professionnels qu'associatifs. On pourrait même dire de lui qu'il est un activiste peut-être de la cause francophone. Mais pour le connaître de manière un petit peu plus personnelle, un petit peu plus intime, eh ben, on vous propose aujourd'hui un portrait dans le cadre de cette nouvelle série Nos francophones ont du talent, un projet financé pour partie par le gouvernement de l'Ontario. Bonjour Serge. Bonjour Guillaume et merci pour cette présentation. Je me permettrai de te voler ton texte parce que je crois même que même moi, je ne me présente pas aussi bien. Ben, ce sera avec plaisir. Serge, comme je le disais, tu es bien connu de la plupart de nos concitoyens, mais on s'adresse bien évidemment à beaucoup de monde et il y en a certainement au travers chez nos auditeurs et sur YouTube, sur notre chaîne en vidéo qui ne te connaissent pas encore. Je crois que tu habites au Canada depuis maintenant plus de 20 ans. Exactement, ouais, je suis arrivé à Toronto il y a 22 ans, en novembre 2000. J'ai fait exprès de choisir une date facile à calculer, donc 2000 et 2022, donc ça fait bien 22 ans que je suis là. Et je suis d'origine de la France. Et puis, ouais, je suis arrivé avec un contrat de travail. Et très vite, j'ai adoré cette ville, ce pays, ses habitants. Et je suis devenu résident permanent très, très rapidement. À l'époque, c'était assez rapide, entre guillemets. Et puis, voilà, maintenant, je suis fier citoyen canadien. Et tu es arrivé directement à Toronto ou est-ce que tu as fait ton choix très vite sur la ville de Rennes? Tu es transité Écoute, par d'autres villes? Écoute, j'ai trouvé ce contrat de travail à travers LinkedIn. Déjà à l'époque, j'utilisais ce réseau social. Et puis, c'était pour travailler sur Toronto. J'ai un petit peu de famille qui habite sur Toronto, donc ça m'a facilité, on va dire, l'hébergement au départ. Mais oui, je suis arrivé directement à Toronto et j'ai pas quitté Toronto. Peut-être un peu au Québec pour certains week-ends, mais moi, c'est Ontario, yours to discover, comme on dit en anglais. Ah, ça c'est beau. Alors, je crois que si on revient encore plus en arrière dans tes racines, tu me permettras, tu m'arrêtes si je vais trop loin dans le personnel, mais tu as des racines françaises, mais tu as aussi d'autres origines qui sont peut-être intéressantes de signaler à nos auditeurs. Eh ben, écoute, tu as tout à fait raison. Je suis impressionné par ta mémoire, mon cher Guillaume. Mais en fait, j'ai l'habitude, tu as vraiment une super mémoire à chaque fois pour ces choses-là. Donc, effectivement, j'ai une maman qui est égyptienne. Donc, la moitié de ma famille vient de l'Égypte. Et puis, donc, je connais certains mots en arabe. Donc, c'est assez sympathique de les utiliser de temps en temps parce que dans nos communautés francophones, on a beaucoup de communautés qui viennent des pays du Maghreb ou du Moyen-Orient. Donc, c'est très agréable de pouvoir parfois échanger des mots dans la même langue. Le langage, c'est vraiment important pour pouvoir créer des liens. Et puis, un autre petit aspect aussi un petit peu curieux, on va dire. Mon papa était, avant qu'il soit à la retraite, il travaillait dans une compagnie de pétrole qui lui donnait des Mhm. contrats d'expatriation. Et donc, il s'est trouvé que l'année de ma naissance, mon papa, il était en Iran. Donc, je suis né en Iran. J'ai pas vécu D'accord. très longtemps là-bas, mais j'ai effectivement, sur mon passeport, il y a marqué né en Iran. Donc, c'est assez intéressant. Un grand voyageur déjà tout petit. C'était à l'époque du Shah, j'imagine. C'était une situation politique un peu particulière. Et pour revenir à l'Égypte, parce que c'est vraiment original en effet comme parcours. Tu as encore de la famille là-bas? Est-ce que tu as eu l'occasion d'y aller de temps en temps?
Alors effectivement, on avait la chance d'y aller à peu près une fois par année pour visiter mes grands-parents qui sont partis maintenant et qui reposent en paix. Et puis j'ai encore des cousins qui sont là-bas. Et la petite anecdote que je voudrais partager avec toi, mais je le dis assez souvent, mais je ne sais pas si je l'ai partagé encore sur les ondes de Choc FM, c'est que j'ai dû aller à peu près les 10 fois en Égypte, mais j'ai jamais vu ni les pyramides, ni les monuments égyptiens, ni rien, parce qu'on restait en famille, on allait à la plage. Et voilà, donc j'ai fait aucune visite. Mais j'y suis retourné un peu plus tard, tout seul, en fait, sans mes parents, aller voir mes grands-parents. Et puis là, j'ai visité un petit peu, mais plus Alexandrie. J'ai pas été au niveau du Caire ou au niveau de Luxor. Donc, encore un voyage que je vais faire, j'espère, très bientôt. Il y a une communauté égyptienne à Toronto, tu connais un petit peu la communauté? Alors oui, il y a une grande communauté du côté de Mississauga, en fait. Pour parler du Grand D'accord. Toronto, il y a une grande église, même une basilique copte à Mississauga qui a été construite par la communauté égyptienne. Et puis je connais plusieurs, effectivement, membres de cette communauté qui sont éparpillés un peu partout. Mais effectivement, un des grands pôles, on va dire, c'est dans la région de Peel, on va dire. Alors, cette composition familiale de différentes origines, j'imagine que pour toi, en arrivant à Toronto, ville multiculturelle s'il en est, ça a dû être aussi quelque chose qui était très attractif. Peut-être tu t'es senti particulièrement comme à la maison, à ton aise. Oui, c'est vrai, tu as raison. J'ai pas forcément fait attention à ça parce que quand on est dans cet état-là, entre guillemets, ou dans cette multiculturalité familiale, on n'analyse pas trop tout ça. On pense que c'est normal et que tout le monde est comme ça. Mais c'est vrai que venant de France, cette multiculturalité et cette acceptation et cette vie en commun avec tant de cultures différentes à Toronto, ça m'a fait vraiment plaisir. Une autre anecdote aussi que j'aime partager et qui montre un peu ce plaisir-là, la première fois que je suis allé à un Tim Hortons et que je me suis fait servir par une dame avec un voile, j'ai été mais tellement content. Je crois que j'ai commandé 18 croissants, entre guillemets, parce que malheureusement, en France, c'est totalement interdit. Et j'étais tellement content de pouvoir voir que les gens pouvaient exprimer leur culture comme bon leur semblait et que ça ne dérangeait personne et que c'était même euh, les gens étaient vraiment ouverts à ça et c'était permis en fait. Alors, cette tolérance, justement, qui fait aussi un des grands atouts du Canada et de Toronto en particulier, c'est effectivement quelque chose de très attractif pour beaucoup de nos concitoyens qui émigrent ici. Pour revenir à la France, justement, tu as grandi en France, tu es resté pas mal d'années, parce que je sais que culturellement, tu as aussi beaucoup de racines françaises et que tu as quand même un amour aussi de la France pour ce qui est de sa culture en particulier. Oui, tout à fait. Ben, j'ai passé la plupart de mon enfance, depuis l'âge de 7 ans jusqu'à l'âge de 30 ans, puisque c'est à l'âge de 30 ans que je suis arrivé au Canada. Donc, vous faites le calcul maintenant, vous savez combien d'années je suis resté à Toronto pour savoir quel est mon âge. Mais tu l'as dévoilé tout à l'heure parce que tu as parlé du chat d'Iran. Donc, les férus d'histoire vont savoir quel âge j'ai. Mais en fait, oui, À peu de choses près. c'est ça. Mais en fait, oui, encore beaucoup de familles en Égypte, encore beaucoup de familles en France. Et j'y retourne le plus souvent possible. C'est une culture qui me plaît énormément. Là, on enregistre, il est le 14 décembre et c'est le match France-Maroc qui va avoir lieu tout à l'heure pour la Coupe du Monde. J'ai beau avoir plein d'amis marocains, mais je vais quand même effectivement crier pour la France et espérer qu'il Ouais. gagne. Mais voilà, oui, tout à fait. J'ai cette culture française en moi. Même si, d'ailleurs, j'ai réalisé que bientôt, j'aurai autant d'années au Canada qu'en France, en fait. Je serai autant resté au Canada autant qu'en France. Donc, ça commence à se contrebalancer, entre guillemets. Et pourquoi le choix du Canada à 30 ans? Qu'est-ce qui a déclenché cette volonté de partir et ce choix de ce pays? Ben, j'ai quelques membres de ma famille qui habitent ici, mais pas énormément. J'ai une tante qui est là. Et donc, j'ai visité ma tante quelques fois en tant qu'enfant et puis un peu plus tard en tant qu'adulte. Et je connaissais déjà un peu Toronto avant d'arriver. Et puis, à travers mes réseaux, déjà, j'avais des amis qui étaient arrivés ici au Canada et qui m'avaient dit, bah, écoute, si ça t'intéresse,
voilà comment ça se passe. Il y a un poste qui peut t'attendre ici. Et puis, vu les conditions qu'on m'offrait, c'était plus économique au départ, on va dire, parce que le poste Ouais. offert était vraiment intéressant. Et puis après, j'ai vraiment découvert les détails de la culture canadienne. Et puis, j'ai pas hésité et je suis devenu Canadien avec grande, grande fierté. Et passion, une passion qui est bien souvent communicative, que tu communiques dans tous tes engagements. On va développer cet aspect-là de ta personnalité parce que c'est quelque chose qui a marqué beaucoup, je pense, ton parcours, ta carrière, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau de tes engagements associatifs dans des organisations diverses. Tu es très souvent aux premières loges du fait français à Toronto. Alors, cet amour, cet attachement pour la francophonie, pour la langue française, est-ce que c'est quelque chose qui a toujours été en toi? Alors, c'est une très bonne question parce que j'allais mentionner, moi, en arrivant au Canada, comme beaucoup, je pense, de francophones, on n'est pas forcément informé de l'existence de ces communautés francophones et on vit en anglais, en fait. Et c'est vrai que les 7, 8 premières années de ma vie canadienne ont été principalement en anglais. Et puis, au travers le travail, même si je travaillais déjà à aider dans le recrutement de personnel bilingue et j'aidais donc les services ressources humaines de différentes compagnies à Toronto d'embaucher du personnel francophone. Ça restait encore très, très anglophone. Et puis, on m'a offert un travail au conseil scolaire Viamonde il y a quelques années de ça, on va dire, il y a 15 ans maintenant. Et c'est là que j'ai vraiment découvert cette communauté. Mon travail, c'était de créer des liens entre la communauté et le conseil et ses écoles sur pratiquement tout le territoire de Viamonde, qui va de Windsor jusqu'à Penetanguishene et jusqu'à Peterborough et Niagara Falls. Donc, j'ai appris à connaître toutes ces communautés, toutes ces associations, à travailler avec elles. Et donc, j'ai découvert ce que c'était qu'être francophone. Je ne savais pas ce que c'était être francophone. En France, on n'a pas malheureusement le combat pour cette langue ou l'amour pour cette langue parce qu'elle est acquise. Ici, il faut se battre pour pouvoir la garder et pour pouvoir l'entretenir. Ouais. Moi, je suis content d'être marié maintenant avec une francophone, parler français à la maison, mais ce n'est pas le cas de tout le monde, malheureusement. Et puis, chacun fait comme il peut. On ne choisit pas sa famille, hein, entre guillemets, comme disait un certain chanteur. Mais Oui. bon, j'ai cette chance. Mais je veux donner la chance, effectivement, à d'autres familles de pouvoir garder ce français qui est pour moi, en fait, devenu un héritage tellement important pour mes enfants, pour ma famille. L'héritage matériel dont tout le monde connaît, qu'il soit une maison, de l'argent, ça peut se perdre. C'est du matériel, mais l'héritage culturel, linguistique, pour moi, est tellement important. Et je suis tellement fier que mes enfants parlent français et que sûrement, ils vont parler français à leurs enfants aussi. Et ça va rester parce que je trouve ça une culture très, très importante et un héritage incroyable. Alors, tu évoques ta vie personnelle et tes enfants. Tu es l'heureux papa de 4 enfants, donc un homme bien occupé. Et comme tu l'as dit, tu as été agent de liaison communautaire au conseil scolaire Viamonde de nombreuses années. Donc, très engagé dans l'univers de l'éducation, tant au niveau personnel qu'au niveau professionnel. Chez nous, à Choc FM, je le disais, tu as longtemps animé une belle émission qui était consacrée justement à l'éducation, aux parents et à la transmission de savoir avec différents types d'approches. Euh, c'est quelque chose qui est né en toi avec la parentalité, avec tes enfants, ou c'est quelque chose que tu avais toujours en toi, cet attachement à l'éducation? Euh, j'ai toujours été intéressé par la formation. Pour moi, éducation et formation, c'est un peu différent. La formation, pour moi, c'est un petit peu autour des adultes, alors que l'éducation, c'est vraiment autour des enfants. Mais c'est vrai que en devenant papa,
l'éducation des enfants m'a beaucoup plus intéressé. Puis en travaillant chez Viamonde, j'ai un peu vu comment se passait l'éducation au Canada, parce que c'est complètement différent de celle de l'Europe. Je vois que tu souris parce que tu connais le sujet. Oui, Mais c'est donc cette façon d'éduquer. Et en fait, quand tu changes de pays, tu réalises qu'il y a d'autres façons d'éduquer les enfants et que c'est pas tout universel et que c'est pas tout le monde pareil. Et ça, je trouve ça magnifique de pouvoir avoir même cette différence culturelle au niveau éducation. Pourtant, on parle tous français, mais voilà, on va, en tant que francophonie, on va éduquer nos enfants différemment parce qu'on vit au Canada et parce qu'on vit à Toronto. Et j'ai trouvé cette façon d'éduquer et cette façon d'analyser et de pouvoir avoir accès à cette culture éducative vraiment super intéressante. Je pense que si j'étais resté en France, ça aurait été le même schéma qui est reproduit que moi j'avais en tant que jeune Serge, parce que les structures éducatives en France ont évolué, mais elles restent quand même les mêmes. Et donc, je ne me serais pas posé forcément autant la question, peut-être au niveau parentalité à la maison, mais pas au niveau de l'école. Et donc, voilà, ça m'a ouvert cette nouvelle voie au niveau de l'éducation. Et moi, c'est devenu passionnant pour pouvoir euh, la travailler à la maison avec les enfants, la travailler à l'école, en parler autour de moi parce que c'était mon travail à l'époque et de pouvoir travailler et de pouvoir parler de l'éducation francophone en Ontario, c'était primordial et j'ai vraiment adoré ça. c'est quoi les principales différences, les principales axes éducatifs qui t'ont marqué? En tout cas, qu'est-ce qui fait la singularité et la beauté du système éducatif d'un conseil scolaire francophone comme tu as pu le connaître ici à Toronto? Moi, une des grandes différences que j'ai notées, c'est le côté citoyenneté respectable. Donc, on va d'abord j'ai le terme focusé en tête, mais j'aime pas trop ce terme-là, mais se centrer sur en faire des citoyens, faire de ces enfants des citoyens respectables et des citoyens francophones qui vont euh, avoir tous les outils pour vivre en société. Donc, c'est ça la cible principale, entre guillemets, de cette éducation. La deuxième cible, c'est effectivement tout ce qui est pédagogique, écrire, lire, compter, l'histoire, la géographie, mais ça vient en deuxième. Et même quand ça vient en deuxième, au début, dans les petites années, en élémentaire, ça passe à travers beaucoup par le jeu, par la Ouais. découverte, la découverte que les enfants font d'eux-mêmes, en fait. On va les laisser découvrir les choses avant de leur imposer certaines connaissances. Le par cœur, ça n'existe pas au Canada, par exemple. Moi, j'ai Ouais. tellement appris de choses par cœur. Voilà, ça n'existe pas. Ça peut être bien pour certains, ça peut être moins bien pour d'autres. Et ça aussi, c'est important. Il y a des outils au niveau des écoles qui s'appellent la différenciation pédagogique. Et en fait, même, j'ai pas été prof ni enseignant, mais en travaillant dans un conseil scolaire, on voit ce qui se passe dans les classes, on entend ce qui se passe, et puis les méthodes d'éducation, on en fait la promotion. Et Ouais. donc, Ouais. cette différenciation pédagogique consiste en donner des outils aux enseignants pour qu'en début d'année, ils arrivent à comprendre de quelle façon chaque élève apprend. Et en mettant en place ces outils-là, ils arrivent à leur apprendre avec leur propre manière. Donc, un enfant qui va vouloir toucher les choses, on va lui apprendre différemment qu'un enfant qui est plus visuel ou qu'un enfant Mhm. qui est plus auditif. Donc, il y a tout cet aspect-là aussi qui est super intéressant. Et le Ouais. dernier aspect, Guillaume, si tu me permets, désolé pour cette réponse super longue, Non, c'est mais très intéressant. Moi qui suis jeune père, j'apprends des choses, tu vois. mais c'est peut-être plus au niveau des écoles francophones qui sont petites et qui permettent aux enseignants de bien connaître l'enfant, pas uniquement au niveau pédagogique, mais au niveau social, au niveau familial, et ils connaissent ces enfants-là en dehors de l'école aussi, et ils peuvent adapter leur façon de les aborder par rapport à ça. Euh, euh, et il y a un côté, effectivement, je ne vais pas dire travailleur social, mais c'est presque ça au niveau des enseignants francophones dans les écoles francophones de l'Ontario. Et je trouve que ça améliore encore plus l'éducation de garder ça
dans un côté de l'esprit pour l'enseignant quand il va enseigner. Une des choses je vais te donner un exemple tout bête. Bon, bah, les enfants musulmans qui arrivent à l'école et qui pendant un mois font le ramadan et qui ne mangent pas, pendant un mois, pendant toute la journée, ben, on va accepter cet aspect de leur culture pendant ce mois précisément, et les enseignants vont faire attention à ça. Ça ne fait pas partie de leur façon d'apprendre, ça ne fait pas partie de ils ne savent pas compter ou ils ne savent pas lire. Non, ça fait partie c'est ma culture, c'est dans ma famille, et voilà comment ça se passe. Donc, si j'arrive à l'école et que je suis fatigué, ce n'est pas parce que je ne veux pas apprendre, c'est parce qu'il y a une grande fête pour moi dans ma culture, et merci de la respecter. Et je trouve ça vraiment, vraiment très fort. On sent que tout ce qui touche au domaine de l'éducation te tient particulièrement à cœur. On va y revenir un petit peu plus tard avec un de tes nouveaux engagements et nos internautes qui regardent la vidéo vont pouvoir voir que derrière toi, il y a déjà un certain nombre d'informations dont on va reparler tout à l'heure. Mais Serge, la question que je vais te poser maintenant, c'est plutôt une question d'opinion pour toi, puisqu'on a parlé justement de cette inclusivité, de cette culture de la différenciation, en tout cas l'éducation qui s'adapte, qui cherche à s'adapter aux besoins de chacun et à la culture également, aux origines de chacun. On ne cesse de parler de la francophonie et plus généralement de Toronto comme d'une ville très multiculturelle, composée de différentes origines et par conséquent de différentes cultures, de différents accents, de différentes couleurs de peau, de différentes religions, de différentes traditions. Euh, on pourrait imaginer qu'évidemment, avec le brassage de systèmes éducatifs, tout ça va nous donner des nouvelles générations particulièrement tolérantes et ouvertes sur le monde. Malgré tout, je ne peux pas m'empêcher de penser que les chiffres montrent qu'il y a toujours il y a toujours des actes racistes, des actes d'intolérance dans la ville reine. Est-ce que tu penses qu'on en fait assez sur cette intégration, sur le vivre ensemble? Est-ce que tu penses que le système éducatif, justement, doit encore plus mettre l'accent peut-être sur cet aspect social, entre guillemets? Euh, j'ai plusieurs anecdotes qui viennent en tête quand tu poses cette question au niveau éducatif. Déjà, là, en premier, moi, j'ai toujours remarqué que les élèves les plus jeunes n'ont pas déjà cet aspect de discrimination culturelle. Ouais. Pour eux, ben, c'est mon ami, et puis ça reste ça. Il y a pas, il a une couleur de peau ou une religion différente de moi. Ben voilà, il s'appelle Rémi, ou elle s'appelle Caroline, ou elle s'appelle Salima, ou il s'appelle Bonaventure. Mais c'est mon ami, et ça reste ça. Après, peut-être effectivement, en grandissant et en passant en secondaire, il y a des différences qui vont peut-être se créer, mais les écoles travaillent énormément, et surtout au niveau francophone, encore une fois, parce que c'est des petites écoles et c'est plus facile de faire ça, sur la fierté culturelle des élèves. Hmm. Je sais qu'il y a beaucoup d'activités dans ces écoles-là où, par exemple, au mois de février, qui est le mois de l'histoire des Noirs, les élèves de communauté noire vont présenter leur culture en étant fiers et vont présenter au niveau de la classe en disant ben, moi je viens d'Haïti, moi je viens du Congo, moi je viens du Sénégal, et en montrant qu'est-ce qu'ils font à la maison. Parce que souvent, ces élèves-là, et ça, ce qui est très intéressant, en fait, Guillaume, par rapport à la diversité culturelle dont tu parles, et j'ai vu beaucoup de reportages là-dessus, c'est que nos élèves, ils vont, et nos parents aussi d'ailleurs, ils sortent de la maison, ils vont vivre en anglais, parce que Toronto est anglaise, comme tu sais, à 99%. Ils arrivent à l'école, ils vivent en français, parce que ben, Ouais. voilà, tout se passe en français. Et ils rentrent à la maison, ils vivent en congolais, en sénégalais, en haïtien. Donc, ils ont ces trois cultures, en fait, qui sont mélangées, mais séparées aussi en même temps. Ils vont parler en créole à leurs parents ou en lingala à leurs parents. Ils vont parler en français à leurs amis ou en anglais, d'ailleurs, parfois dans la cour de récréation. Puis, ils vont parler en anglais à côté. Donc, il y a cette diversité culturelle-là qui est mélangée, mais qui reste quand même séparée, dépendamment de ce qu'on fait. Et je trouve que les écoles font de plus en plus attention à ça et essayent de mettre en valeur cette richesse, en fait, que c'est vraiment une richesse de pouvoir jongler avec trois
4, 5 cultures parfois. Moi, j'ai parlé que de 3 là. Mais parfois, Ouais, c'est quand il y a un pays d'Afrique qui a une langue officielle et puis des langues tribales et que les familles les parlent, bah, c'est génial. On en rencontre plein. Moi, j'ai rigolé beaucoup avec des amis marocains là, récemment parce qu'on on se tire un petit peu dessus au niveau blague à cause du match qui est aujourd'hui. Mais évidemment. ces gens-là, ils parlent 3 ou 4 langues en fait en comptant leur dialecte. Et Ouais. je trouve cette richesse, euh, elle est évidente, mais elle est mise en valeur dans les écoles. Maintenant, quand on sort de l'école, c'est peut-être moins utilisé ou c'est moins mise en pratique, on va dire, par la société ou par une compagnie ou une corporation ou une association, parce que bah, ça devient plus grand, puis il y a d'autres objectifs éducatifs qui sont à l'école, mais qui ne sont pas dans la vie de tous les jours. Donc, mais je pense que cette fondation et ces choses qui se créent à l'école et qui restent même en secondaire, ouais, je crois que c'est important et je trouve que c'est bien que nos écoles francophones soit une des premières pratiquement à pouvoir intégrer cette situation-là. Et on dit toujours que ce multiculturalisme constitue une richesse pour le Canada, une richesse dont tu as parlé très bien, je crois, avec toutes ces cultures qui se mélangent et qui peuvent aussi bien dans le cadre de la maison professionnellement se mélanger et très bien cohabiter. Euh, le français, évidemment, aussi est une richesse supplémentaire pour le Canada, le fait d'avoir des provinces bilingues. Est-ce que tu penses que c'est assez, là aussi, on joue assez là-dessus au niveau peut-être plus fédéral, au niveau du gouvernement? Est-ce que le français est suffisamment mis en avant, soutenu pour pouvoir être un véritable atout pour notre pays? Non, je vais répondre non, mais je vais développer. C'est évident que sur le papier, on est soi-disant un pays bilingue, mais sur le terrain, c'est malheureusement pas le cas. Moi, j'ai découvert ça en venant effectivement au Canada et en m'impliquant dans les communautés francophones de l'Ontario, où une grande partie des communautés francophones actuelles, d'ailleurs, viennent de l'immigration, et c'est des gens qui arrivent avec, Ouais, comme on a dit tout à l'heure, plusieurs langues qu'ils pratiquent très bien. L'anglais n'est pas forcément une de celles-là. Et dès qu'on a besoin de services, et parfois certains services qui peuvent être stressants, comme ceux de la santé ou de la police, ben les langues qu'on ne maîtrise pas très bien, comme l'anglais, on peut les perdre à cause de ce stress-là. Donc moi, en me rendant compte de ça, en me rendant compte de cela, pardon, et puis en siégeant sur plusieurs comités des communautés francophones à Toronto et dans l'Ontario, j'ai décidé de m'impliquer en fait là-dedans, dans ce développement et dans ce rayonnement de la francophonie, mais pour aider ces communautés à s'intégrer, pour aider à ces communautés à bien réguler leur santé mentale, parce que c'est très difficile, mentalement parlant, d'arriver dans ces situations-là. Et donc, que ce soit au niveau de la police, où j'ai été le coprésident de communauté francophone de Toronto, de la police de Toronto, le coprésident des affaires francophones de la ville de Toronto. Je suis actuellement le président de l'ACFO, qui est l'association des communautés francophones à Toronto. Et on travaille dans ce domaine-là avec la ville de Toronto pour améliorer ses services en français et qu'ils puissent réagir quand il y a des choses où on se sent dévalorisé, parce que c'est souvent le cas. Les chiffres, malheureusement, ne sont pas là, et ces gens-là travaillent beaucoup avec des chiffres. Et donc, ouais, on essaye de leur montrer que, ben, comme on dit, les Français comptent. Le français compte et que c'est important de pouvoir offrir ces services-là en français à des familles qui viennent d'arriver pour faciliter leur intégration et pour qu'ils puissent d'ailleurs nous partager ces richesses qu'ils ont en eux, ces richesses culturelles, parce que cette barrière linguistique leur pose des problèmes au départ.
Donc, oui. Donc, Et, il y a, et, et, pardon, excuse-moi, donc, il y a énormément de travail au niveau des gouvernements et ce manque de travail est pallié par un travail associatif au niveau canadien qui est incroyable. Ça, c'est une chose que j'ai découverte aussi en arrivant ici. C'est ouais. ce paysage associatif qui est très fort et qui fait énormément de travail. Et j'ai malheureusement l'impression que souvent le gouvernement se repose en fait sur ces associations pour pouvoir faire le travail qu'ils peut-être devraient faire de leur côté. Des associations qui font beaucoup avec peu de moyens, bien souvent. Tu as évoqué effectivement ton rôle, président de l'ACFO Toronto, coprésident du comité consultatif des affaires francophones de la ville de Toronto, siégé sur le comité francophone de la police. Ce sont des rôles que tu définirais comme en quelque sorte de lobbyiste. Tu cherches à alerter les décideurs, les gouvernants, les responsables publics. Comment est-ce que tu t'y prends en quelque sorte pour leur montrer qu'on existe, pour leur montrer qu'on est là, qu'on compte, qu'on a un poids économique conséquent et qu'on a une richesse pour le pays ou pour la ville? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Est-ce que tu Ouais, peux nous donner un ou deux exemples? bien sûr, bien sûr. Moi, depuis que je suis dans ces associations-là, j'ai réalisé que on se considère un peu comme des moustiques. On est tout petit et on peut pas, on a l'impression de pas faire grand-chose. Mais essaye de dormir dans une chambre avec un moustique, tu vas pas réussir beaucoup à dormir. Donc, cet impact du moustique peut être intéressant. Et moi, la façon dont j'essaye d'utiliser cette force du moustique, entre guillemets, c'est de montrer que on est là, c'est de montrer que, par exemple, à la police de Toronto, il y a des formulaires, il y a des services qui existent en français, mais qui sont sous-utilisés. Donc, si moi, j'ai la possibilité de faire savoir ça à la population des communautés francophones de Toronto, que ces services existent et qu'ils doivent les utiliser de plus en plus, et faire des demandes actives pour utiliser des termes à la mode, euh, ça permettrait effectivement à ces institutions de voir, ah oui, il y a effectivement pas mal de francophones à Toronto, on est presque 250 000, donc ça fait quand même quelque chose au niveau des chiffres. Et en fait, plus ces institutions-là voient qu'il y a des francophones, plus ils vont commencer à investir au niveau francophonie et au niveau des services qu'ils offrent. Parce que j'ai réalisé que tout à l'heure, tu as employé le mot activiste. Merci, j'apprécie beaucoup, malgré que je trouve qu'un activiste est trop dans la complainte, dans la revendication, alors que moi, je préfère travailler avec ce qui existe déjà et essayer de le développer. Donc, quand je suis dans ces tables-là, c'est un petit peu dans cet esprit-là que j'essaie de travailler et de montrer qu'il y a déjà des très, très belles choses qui sont faites. La communauté, c'est depuis maintenant plus de 15 ans que je la connais. Elle s'est solidifiée, elle s'est construite, il y a énormément de choses qui sont faites. Et je pense qu'il faut, et je suis certain qu'il faut continuer de bâtir sur ces fondations très solides pour pouvoir continuer et dire aux gens, écoutez, maintenant vous pouvez vous reposer sur ces fondations-là, allez-y, construisez cette maison et demandez vos services en français et montrez que vous êtes présent. Et d'ailleurs, on va y revenir tout à l'heure, mais là, il y a des élections partielles à Toronto qui vont avoir Ouais, lieu en janvier. Et ouais. puis, en tant que candidat, on m'a donné des listes de personnes qui sont inscrites pour voter pour les conseillers scolaires, parce que c'est ça, Viamonde. Eh bien, figure-toi que juste dans cette zone centrale de Toronto, la ville de Toronto a listé 3700 personnes qui votent juste pour Viamonde, parce qu'il y a aussi le conseil scolaire Mon Avenir. Donc, les chiffres sont là quand même. Il faut que les gens Ouais, se en déplacent. effet. Il faut que les gens se déplacent et les gens demandent leur service, aillent voter. Donc, venez voter. Votez pour qui vous voulez. Si vous votez pour moi, c'est très bien. Mais votez pour qui vous voulez. Il y en a 6 pour cette élection. Mais montrez que les chiffres sont là et montrer à Toronto que les francophones comptent et qu'il y a des choses à faire avec nous et on doit faire bouger tout ça en fait. Alors, on va y venir à cet engagement récent. Tu t'es présenté donc, comme conseiller scolaire en français pour une éducation francophone, parce que tu y crois. On a, je pense, bien compris le message. Tu es particulièrement engagé et tout ça te tient très fortement à cœur. Euh,
il y a eu une sorte de mini-scandale il y a quelque temps parce que, effectivement, des conseillers scolaires francophones se présentaient, ne parlaient pas français. Plus récemment, on a vu une rectrice de l'université Laurentienne nommée alors qu'elle ne semble pas être capable de parler français elle non plus. Tout ça, c'est très surprenant quand même et ça nous donne l'impression que ben, il y a des mots et puis derrière les actes sont pas toujours à la hauteur. On dit aussi de nous, communauté francophone au sens large, peut-être parce qu'on est très multiculturel, qu'on vient de différentes origines, que ben, on n'est pas forcément très soudés, très solidaires, qu'on se connaît pas très bien et que on est relativement discret. On n'ose peut-être pas trop demander, se mettre en avant. Est-ce que tu penses que quelle est ta vision là-dessus? Comment est-ce qu'on fait pour mieux se connaître, plus se donner la main et plus réclamer les services en français qui nous sont dus? Mais tu as tout à fait raison, Guillaume, sur ce que tu dis. On a un point commun, c'est notre langue, même si on a des accents différents ou des façons différentes de la parler. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Je viens de voir ça d'ailleurs sur le bureau, on a un drapeau ça marche pas dans mon fond, mais voilà, le drapeau franco-ontarien. Voilà, ça y est, j'ai Oui, réussi. on le voit un petit peu, Ça y est, voilà. qui nous réunit. Et on essaye de réunir beaucoup de gens sous ce drapeau. Mais effectivement, il y a 62 pays la francophonie internationale qui sont dans cette communauté-là. Chacun a cette culture différente et cette culture nationale, on va dire. Hein. Les Ouais. Français sont pour la France ou les Marocains sont pour le Maroc, pour reprendre cette petite blague de football. Mais on parle tous français et on est tous fiers de notre français. Mais effectivement, on ne va pas être aussi unis qu'on le voudrait, même si quand il y a certains événements comme le gouvernement de l'Ontario qui avait décidé d'annuler les fonds pour l'université de l'Ontario français, Absolument. il y a plus de 15 000 francophones de différentes communautés dans tout l'Ontario qui sont sortis dans la rue en hiver. En Ouais, hiver, ouais, ouais. on était tous là avec nos écharpes et nos bonnets, et on est sortis et on a manifesté dans tous les coins de l'Ontario, et ça a donné quelque chose. Donc, cette francophonie, elle est souvent unie dans les dans des moments comme ça. Je ne vais pas donner de qualificatif à ce moment-là, même si je n'étais pas très content de ce qui passait. Mais encore une fois, et pour redonner l'exemple de ce que tu as dit tout à l'heure, euh, en septembre, il y avait des élections municipales. Et donc, qui dit élection municipale dit élection aussi pour les conseillers scolaires. Conseillers scolaires qui ne sont pas encore très connus non plus, que ce soit même au niveau anglophone ou au niveau francophone. Il y a deux ou trois endroits dans l'Ontario où il y a eu des problèmes avec ces conseillers scolaires. Il y en a Ouais. deux à Toronto, au centre, et puis à Scarborough, où les villes, les municipalités en question n'ont pas vérifié le statut de ces candidats. Ça paraît un petit peu ubuesque. Comment est-ce que c'est possible Ben, qu'on accepte que quelqu'un se présente comme conseiller scolaire francophone s'il n'est pas francophone? mais c'est tout à fait, j'adore cette expression, c'est ubuesque, parce que les règlements sont des règlements de façon très générale, et un règlement pour un conseiller scolaire lambda en Ontario, c'est tu te présentes, tu donnes ton nom, tu donnes ta carte d'identité, tu appartiens bien au territoire sur lequel tu te présentes pour ton conseiller scolaire, et si tu es anglophone, on a besoin de rien vérifier d'autre. Donc, je pense que l'ignorance, malheureusement, qui est encore là et sur laquelle il faut travailler, fait que ils n'ont pas du tout vérifié ça parce que ils n'ont pas fait attention, parce qu'il y avait beaucoup de choses à faire, j'imagine. Je ne leur donne pas raison ou je ne leur cherche pas des excuses, mais ce manquement a fait que alors qu'aucun francophone ne s'est présenté à Toronto Centre. Moi, je me suis présenté dans la région de Durham, d'ailleurs, juste pour faire Ouais. savoir. Mes enfants vont à l'école sur Scarborough et dans la région de Durham. Donc, j'ai dit, je vais me présenter sur Durham. Et j'ai perdu. C'est pour ça que je me représente là. Mais personne à Toronto Centre
ne s'est présenté pour ces élections en tant que francophone, malheureusement. Les deux personnes qui étaient là étaient des anglophones. Et c'est la communauté francophone, en s'intéressant à ces candidats parce que les élections allaient arriver, ils se sont rendus compte qu'en les contactant, en leur posant des questions, qu'ils ne parlaient pas français. Donc la presse en a parlé. Et puis, grâce à ce pouvoir-là de la presse et des médias, la ville a fait son travail et a annulé cette élection. Maintenant, je peux te dire que moi, quand je suis présenté à Toronto Centre, parce que encore une fois, je veux vraiment être conseiller scolaire et je veux vraiment travailler pour améliorer tout ce qui se passe à Viamonde et la façon dont Viamonde permet de l'éducation effectivement de ses enfants. J'ai eu l'impression qu'ils vérifiaient mon identité comme si j'allais rentrer dans la Banque du Canada. C'était hallucinant, toutes les vérifications qu'ils ont fait, mais c'était presque l'autre extrême. C'était vraiment… ils n'ont pas regardé mes empreintes digitales, mais c'était limite. Tu as eu le sentiment que c'était parce que tu étais francophone? Non, c'était le sentiment parce que ils avaient fait une grosse bourde en septembre. Désolé du terme français. Ils avaient fait une grosse erreur en septembre. Et donc là, pour rectifier, on leur avait bien dit, OK, vous devez faire ça, vous devez bien vérifier. Et voilà, malheureusement, les anglophones apprennent ce que c'est la communauté francophone après avoir fait des erreurs. On essaye de les aider qu'ils ne fassent pas d'erreurs tout de suite, mais c'est encore le cas. Tout à l'heure, on parlait de l'Université de l'Ontario français. Ils ont fait une erreur, ils ont rectifié. Et puis là, ça se passe bien et on a une belle université, même si, effectivement, comme tu as dit, la rectrice de Laurentienne est une personne qui non seulement ne parle pas français, mais ne veut pas parler français. C'est ça ce qui est terrible, mais ça, c'est autre chose. Oui. Alors, on va plutôt aller sur le terrain des conseillers scolaires en deux mots, puisque on va rappeler à nos auditeurs que les élections, c'est le 23 janvier 2023, c'est bien ça? C'est ça, exactement. Donc, ceux qui ne voient pas effectivement sur l'écran. Le jour de l'élection, c'est le 23 janvier, mais vous pouvez aussi voter en avance le 22 janvier et le 21 janvier. Donc, ça concerne, pour Viamonde, ça concerne la zone qui se trouve entre Ossington et Victoria Park. Donc, voilà, Ossington, Victoria Park, et au sud de Eglinton. Donc, c'est une zone… En un mot, Serge, pourquoi est-ce que c'est important de voter? Peut-être qu'il y a une incompréhension ou une méconnaissance de la part de certains de nos concitoyens parce que le système est différent de celui qu'ils connaissent dans leur pays d'origine ou parce qu'ils ne sont pas encore très familiers avec tout ça. Qu'est-ce que c'est, en deux mots, le rôle d'un conseiller scolaire francophone? Donc, le rôle d'un conseiller scolaire francophone, donc et anglophone d'ailleurs aussi, c'est de siéger au conseil d'administration du conseil scolaire et de s'assurer que le conseil est bien géré, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau des ressources humaines, que ce soit au niveau des constructions. Donc, c'est un représentant du peuple, puisque c'est voté par les personnes qui sont dans la région et qui nomment cette personne-là pour s'asseoir à ce conseil d'administration et qui travaille en fait pour répondre aux diligences des membres de la communauté par rapport à ce conseil, notamment des parents, parce que c'est principalement des parents qui ont des diligences à ce niveau-là. Et donc, on est là pour répondre à ces questions-là et poser les questions des parents au conseil afin qu'ils y répondent et qu'ils trouvent une solution. Donc, c'est ça le but, en fait, c'est de permettre d'avoir votre voix et d'avoir votre mot à dire auprès de votre conseil scolaire et de vos écoles afin d'améliorer ça et que vos enfants soient éduqués de la meilleure façon qu'ils soient. Et pour voter et pour avoir plus d'informations, il y a un site qui existe qu'on peut voir aussi derrière toi, je crois, voterlookup.ca. Ouais, alors Voter, c'est en anglais malheureusement. Voter Lookup. Donc Voter Lookup, c'est pour savoir déjà si on est admissible pour pouvoir voter pour Viamonde ou voter pour Mon Avenir d'ailleurs, puisque à Scarborough, c'est Mon Avenir, où l'élection est partielle. Et donc là, vous pouvez voir déjà si vous pouvez voter. Et donc, et vous pouvez aussi demander de voter et d'apparaître sur la liste. Donc, c'est encore possible de le faire en allant sur ce site pour pouvoir vous inscrire. Parce que de façon, par défaut, encore une fois,
parce qu'on est dans un système anglophone. Par défaut, vous êtes sur les listes électorales anglophones. Donc, si vous n'avez pas fait la demande, vous n'allez pas voir le nom des conseillers scolaires francophones. Et d'ailleurs, par défaut aussi, vos taxes d'habitation vont chez les anglophones, les écoles anglophones. Donc, vous pouvez demander, si vous payez les taxes d'habitation, vous pouvez demander que vos taxes aillent chez les conseils francophones, comme ça, ils soient bien effectivement financés par le ministère de l'Éducation. Là aussi, il y a beaucoup d'éducation peut-être à faire. En tout cas, on pourrait demander au pouvoir public un petit peu plus de transparence sur ces questions-là, parce que c'est vrai que nos impôts, on aime bien savoir où ils vont. Et Bien sûr. si on peut avoir le choix, eh ben, j'imagine que beaucoup de nos amis francophones aimeraient que leurs fonds aillent vers les écoles francophones. Serge, on va revenir vers ton engagement, tes engagements multiples. Et en 2 mots, je pense qu'on a survolé pas mal de choses. On aurait pu aussi parler de ton engagement aux côtés d'Oasis Centre des Femmes, où tu es ce qu'on appelle un homme allié et tu luttes contre la violence faite aux femmes. Euh, j'ai dit le terme d'activiste communautaire parce que je trouvais qu'il avait un côté presque politique, mais je ne sais pas, j'aime pas trop le terme lobbyiste parce qu'il est un petit peu trop anglo-saxon, mais on va essayer de trouver un terme pour te qualifier. En tout cas, en quelques mots, à travers tous ces engagements, Serge, l'ACFO aussi, la ville de Toronto, euh, que- quels sont les accomplissements, les succès dont tu es le plus fier peut-être? Un des succès qui me vient à l'esprit assez rapidement, c'est le fait que les communautés me connaissent plus ou moins bien, les personnes de cette communauté-là, pour me contacter, que ce soit sur les médias sociaux ou sur mon courriel, afin de me parler d'une chose qui s'est passée et qu'ils aimeraient que je puisse les aider pour résoudre. Et ce qui s'est passé, par exemple, avant la pandémie, il y a plusieurs de nos membres au niveau de l'ACFO qui m'ont contacté en disant tiens, les librairies publiques de Toronto enlèvent des livres francophones, on Oui. trouve plus qu'est-ce qui se passe. Donc, on a fait notre enquête et puis c'est avéré qu'il y avait plus de 26 000 livres francophones qui ont été enlevés des tablettes sans que personne ne soit au courant, sans personne ne soit informé. Et donc, on a fait des communiqués de presse, on a travaillé beaucoup avec les médias et c'est arrivé aux oreilles de John Tory, c'est arrivé aux oreilles de la ministre de la Francophonie à l'époque. Les livres non seulement ont été remis sur les tablettes, mais ils ont décidé de racheter d'autres 26 000 livres, entre guillemets, ou ressources francophones de bibliothèques pour pouvoir les offrir à nos francophones. Donc ça, c'était vraiment, on était vraiment très, très contents de ça. Tu as parlé aussi des hommes alliés, et merci d'avoir mentionné ça. Pour moi, c'est plus une cause personnelle. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur au niveau de la violence faite aux femmes. Et puis, j'ai été parmi les premiers, entre guillemets, à faire partie de ce groupe que Oasis Centre de Femmes a mis en place. Et pour permettre aux hommes d'être aussi des ambassadeurs par rapport à cette cause. Et les perpétrateurs de cette violence sont principalement des hommes. Donc, si on peut effectivement les éduquer, c'est encore un côté éducatif, mais d'homme à homme, pour pouvoir leur expliquer effectivement que c'est une chose effectivement qui ne se fait pas et qu'il y a des moyens pour les aider à arrêter et que voilà, plein de choses comme ça. Surtout depuis que la pandémie a eu lieu, cette violence a doublé parce que les familles étaient bloquées pendant le confinement tous ensemble. Et donc, c'est une des violences qui est la plus grande et la plus ignorée et la plus taboue. Donc voilà, encore une fois, moi, mon travail dans ce groupe-là, c'est de permettre aux hommes de dire, ben, moi aussi, j'ai été témoin de violence. J'ai vu dans ma famille, ça s'est arrivé. J'ai vu mes voisins, j'ai vu et j'ai essayé d'agir et j'ai essayé de faire des choses. Donc c'est assez important. Encore une fois, tout à l'heure, je parlais de la demande active et du fait que les gens doivent bouger pour se demander leur service. Là, si les hommes peuvent bouger pour parler de cette violence faite aux femmes, je pense que ça pourra commencer à régler certaines choses. Et puis, une dernière chose qui est moins connue peut-être, c'est vrai que c'est possible, c'est que
beaucoup des écoles francophones et beaucoup des écoles de façon générale font des récoltes de denrées alimentaires au mois de décembre. Ouais, Et ne connaissant pas forcément toutes les associations qui tournent autour de Toronto, ils donnent ces denrées alimentaires aux banques alimentaires anglophones. Et ouais, puis, moi, c'était mon travail à l'époque de relier les écoles à la communauté. Et donc, on a décidé de distribuer ces denrées aux associations francophones de Toronto pour les membres francophones. Donc, pendant les 5 dernières années, on distribuait de la nourriture et je m'en occupais de faire la distribution moi-même avec mon propre véhicule parce que malheureusement, ces associations n'ont pas forcément les moyens de le faire. Et il y a eu plus d'une dizaine d'écoles qui ont distribué plusieurs tonnes, on peut le dire, d'aliments à Oasis, à Franco-Queer, au Centre francophone de Toronto, à la maison d'hébergement, qui est donc une maison d'hébergement pour femmes victimes de violences et qui héberge ouais. des femmes et qui ont besoin effectivement d'alimentation. Donc, il y a beaucoup de choses que je fais aussi et je trouve ça important euh, en coulisses. Et je pense que c'est pas pour le mettre en avant, mais beaucoup de personnes dans la communauté sont comme ça. Ils font beaucoup de choses en coulisses. C'est souvent le plus gros les travaux et le plus gros les travail, c'est de pouvoir faire ça, pas forcément en le mettant en avant, mais en aidant à 100% les gens qui ont besoin. Et encore une fois, donc ces communautés francophones et ces associations ont besoin de ces petits actes-là et ça fait souvent boule de neige. Et je veux absolument travailler sur ce côté boule de neige parce que même un moustique peut devenir une énorme avalanche. Serge, on n'est pas là pour te jeter des fleurs, mais cette émission s'appelle quand même Nos francophones ont du talent et c'est aussi le but de mettre en avant un petit peu les réalisations les succès justement de celles et ceux qui cherchent au quotidien par leur engagement, qu'ils soient visibles ou qu'ils soient un petit peu discrets, à faire bouger les lignes en francophonie en particulier. On va terminer sur des questions un petit peu plus légères, si tu veux bien. Mais d'abord, peut-être juste un mot sur ton nouvel emploi, entre guillemets. Je crois que tu avais travaillé déjà chez notre confrère, le groupe Média TFO, et tu y reviens maintenant avec un titre qui fait un petit peu le lien, la passerelle aussi avec le monde de l'éducation et le programme IDELO. Tu veux nous en dire un mot? Oui, merci beaucoup, Guillaume. Effectivement, donc, ça va faire 6 mois que je suis maintenant chez TFO, où je suis chef du développement des affaires pour la plateforme IDELO, donc, qui est une plateforme de vidéos francophones éducatives qui est destinée aux enseignants de l'élémentaire, du secondaire, du post-secondaire aussi. On travaille sur tout le Canada. Donc, on est financé par le ministère de l'Éducation pour tous les enseignants francophones de l'Ontario. C'est une plateforme gratuite elle est offerte par le ministère. Mais maintenant, mon travail, c'est d'aller aussi travailler avec les écoles d'immersion francophones Oui. dans tout le pays et les écoles francophones dans tout le pays pour leur proposer effectivement d'utiliser ces vidéos éducatives qui sont en partie produites par TFO, mais qui sont aussi des productions francophones du monde entier quand on allait chercher. Et on a plus de 17 000 ressources sur cette plateforme. Donc, je suis encore fier en fait de travailler au niveau éducatif et de pouvoir effectivement donner des outils à ces enseignants. Et c'est un de mes points sur ma plateforme, entre guillemets, pour revenir sur les élections, c'est d'outiller ces enseignants, que ce soit au niveau ressources matérielles, mais aussi au niveau de ressources santé mentale, parce que c'est grâce à eux qu'après nos enfants vont pouvoir développer et améliorer la santé mentale, parce qu'ils les voient 8 heures par jour. Et c'est quand même principalement eux qui font le travail, entre guillemets, pendant ces 5 jours par semaine. Donc voilà, c'est ça effectivement ce que je fais. Et tu parlais de façon légère tout à l'heure. Je voulais juste mentionner que j'ai cette chance d'aimer monter sur scène et d'avoir découvert un groupe aussi au niveau communautaire qui s'appelle Frank Open Mic, où les gens peuvent venir s'exprimer sur scène et pendant 10 minutes, c'est un open mic, une scène ouverte.
et ça se passe une fois par mois. Et je fais aussi partie du conseil d'administration de cette association, cette organisation à but non lucratif. Donc, être francophone, ce n'est pas uniquement sérieux, ce n'est pas uniquement de l'activisme, ça peut être aussi du travail ou ça peut être aussi du fun et venir rencontrer des franco-ontariens autour d'une bonne pizza et d'une bonne boisson et rigoler ou chanter avec des gens sur scène. Absolument un habitué de la scène de francophone, Mike-Serge Paul, je voulais y venir. On a parlé justement de stand-up, de scène, de comédie. On a parlé un petit peu de livres avec ton engagement pour faire revenir sur les tablettes des bibliothèques de la ville de Toronto des livres en français. Tu as tenu longtemps une chronique consacrée à la bande dessinée sur les ondes de Choc FM, parce que tu es un grand passionné. Alors, cette question, entre guillemets, pour terminer, si tu étais un personnage de fiction, Serge, qui serais-tu? Bonne question. J'aime beaucoup Torgal. Donc, Torgal, c'est un personnage d'il y a très, très longtemps, du temps des Vikings, qui est apparu dans cette tribu viking, on ne sait pas trop comment, et qui a un peu des origines divines slash de science-fiction, mais ça reste très terre à terre, on va dire. Il n'y a pas des rayons laser et des choses comme ça, mais voilà, si vous avez la chance de regarder, ça s'écrit Thorgal, et il a beaucoup de valeurs familiales, beaucoup de valeurs éducatives, et il vit dans un monde très cruel. Le monde des Vikings, c'était pas effectivement un monde très très doux, on va dire, et lui, il a ses valeurs un peu modernes, au niveau famille, qui sont super intéressantes aussi. Donc, ouais, je voterai pour Torgal. Et en plus, il a beaucoup de charme avec la gente féminine. Donc, ça aide beaucoup. Si on revient à peut-être tes rêves d'enfant, est-ce que le point où tu en es aujourd'hui dans ta vie, dans ta carrière, dans ton cheminement personnel, c'est assez proche finalement de ce que tu imaginais? J'avoue que quand j'avais 7 ou 8 ans, toutes les semaines, je changeais d'envie et souvent, ça revenait à deux choix. Soit je voulais être cuisinier ou soit je voulais être président de la République. Donc, peut-être président de la République, ça se rapproche un peu de cet activisme dont tu parlais depuis tout à l'heure. Mais vraiment, en fait, c'est les occasions qui sont prêtées à moi, les opportunités qui sont prêtées à moi, qui ont fait que je pense que je suis devenu ce que je suis maintenant. Et quand je dis je suis devenu ce que je suis, pour moi, c'est encore une évolution. C'est pas quelque chose de stagnant. Je vais pas rester, entre guillemets, ça va évoluer avec ces communautés francophones qui évoluent aussi. Ça va rester toujours dans la francophonie, ça c'est certain. J'ai découvert effectivement ce côté de ma personnalité que j'aime beaucoup et que je vais défendre jusqu'à ce que je peux en fait. Et voilà, c'est ça, c'est un truc que je veux garder, même si j'évolue effectivement dans ma vie professionnelle et personnelle. Il n'en existe qu'un seul, même si son engagement est très inspirant pour nous autres francophones et qu'on aimerait en avoir plus. C'était Serge Paul dans Nos francophones ont du talent. Un grand merci, Serge, de t'être prêté au jeu. Merci beaucoup, Guillaume. C'était vraiment chouette et j'ai pu parler de plein de choses dont je ne me doutais pas, mais c'était très agréable. Tu fais ça très bien. Merci beaucoup. À très bientôt sur les ondes de Choc.